Mais comme d'habitude, dans les services classiques, Michel le sait, enfin, tu travailles, tu jettes. Sauf qu'à un moment donné, je ne sais pas, je me suis dit, tiens, qu'est-ce qu'on va faire de cette poubelle, où est-ce qu'elle va? Et en fait, je me suis rendu compte aussi que cette poubelle, elle partait en incinération et en enfouissement. Mais le traitement classique qui existait depuis tout le temps. Et ben, je me suis dit, il y a peut-être quelque chose à faire, et c'est là où tout est rentré en compte. Ben, au début, j'ai regardé un peu sur Internet comment je pouvais valoriser cette matière. J'avais vu qu'au Canada, ils faisaient du lombricompostage. Mais j'étais parti un peu dans une aventure un peu folle, vouloir valoriser tout ça dans ma cave de mon restaurant. J'avais ma grand-mère qui était encore en vie à l'époque. Et à l'époque, je passais quand même pour un sacré hurluberlu. Parce que j'avais mes vers de terre. Et la seule qui a réussi à me donner un peu de la force, c'est elle, en me disant, mais mon chéri, ces filières-là, elles existaient avant chez nous. Il y avait les soins cochons dans nos établissements, les épluchures de cochons, elles partaient en nourriture animale. Le marc de café, il partait chez les jardiniers qui venaient le chercher, puisque c'est un apport carboné, c'est intéressant, c'est important à mettre dans le compost. Le pain, il partait vers les volaillers, vers les éleveurs de chevaux, ça partait vraiment partout. Donc voilà comment est-ce que j'ai démarré un petit peu. Donc j'ai mis en place le tri, la collecte et une partie du traitement de mes restes alimentaires, tout en formant mon personnel avec 10 kg de vers de terre dans ma cave. Voilà le début de l'aventure. C'était en 2006-2007. Et comme je parle beaucoup, je suis un professionnel, c'est un métier de service, on accueille nos clients, on leur raconte un petit peu ce qu'on fait, ce qu'on a fait comme plat du jour, etc. Mais on leur raconte aussi ce qu'on fait au quotidien. Et moi, je leur racontais que j'avais des vers de terre dans ma cave, donc automatiquement, je descendais et beaucoup de mes clients voulaient voir mes vers de terre à la cave. Et en général, c'était après le café. Donc moi, je descendais mes clients dans la cave, automatiquement, je suis un épicurien, on aime bien manger, j'avais automatiquement une bouteille de vieux jus de pomme fermenté dans un coin, et on discutait, et on passait du temps, et c'était très agréable, et je montrais mes vers de terre un peu à tout le monde. Mais à un moment donné, j'étais associé pour vraiment rentrer en intimité avec mon frère, donc au bout d'un moment, mon frère m'attrapait un peu par là, en me disant « Ah, tu passes plus de temps à la cave en bas qu'à t'occuper des clients là-haut ». Donc entre temps, j'ai dit bon, ok, j'ai compris, je vais monter mes vers de terre en haut pour montrer à mes clients ce que je faisais en bas. Entre temps, j'ai eu une étape de ma vie où je vous ai pas dit, mais j'étais 10 ans prof de tennis avec un diplôme d'état, enfin bref, c'est un truc bizarre. Donc je me suis dit, tiens, comment je vais faire? Je venais d'avoir ma première fille à l'époque, et je faisais des tests. Je voulais créer un outil, pas recréer une chaîne de fabrication, mais adapter un outil existentiel pour montrer ce que je faisais. Eh ben, j'ai adapté une boîte à gâteaux avec un fil d'ordinateur, j'ai fait 850 vers de terre à l'intérieur, dans 400 grammes de terreau pour montrer à mes clients ce que je faisais, et en même temps je me suis rendu compte que c'était un bon outil pédagogique, parce qu'à chaque fois que je faisais des petits tests avec cette petite boîte là, j'en ai fait pendant 6 mois, parce que je voulais pas que le taux de reproduction des vers remplisse la boîte et qu'un jour on se lève, on ouvre la boîte et il y a plein de vers de terre à l'intérieur et tout, donc je faisais des cycles de reproduction. J'allais au parc des Tuileries avec ma fille, elle avait 3 ans, et elle me disait à chaque fois, papa, monte les vers de terre à mes copines. Et à chaque fois que j'ouvrais cette boîte-là, il y avait une vingtaine ou une trentaine de gamins autour de moi en train de me dire, ah, les vers de terre et tout. Et là, je me suis dit, tiens, c'est bizarre, quoi, les gamins, ils savent pas ce que c'est qu'un vers de terre. Donc voilà un bon outil pédagogique. Qu'est-ce qu'un écosystème? J'ouvrais la boîte, il y avait de la terre, on y mettait la moitié d'une tomate, on fermait la boîte, la semaine d'après, on l'ouvrait, il restait la peau, et la semaine d'après, ça germait. Je m'étais dit, tiens, aux enseignants de faire leur boulot. Qu'est-ce que la germination? Qu'est-ce qu'un ver de terre? Comment il vit? Quel est son rôle sur la planète? D'une petite boîte comme ça, on peut en parler pendant des jours et des années. Et faire plein de choses. Et montrer aussi pourquoi commencer à trier cette matière-là et ces restes alimentaires à la source. Parce que derrière, voilà ce qu'on peut en faire. On peut en faire du compost. On peut en faire autre chose, mais on peut faire ça. Donc j'en ai vendu quand même 3500, des petites boîtes comme ça. Alors j'avais tout un atelier, heureusement que je ne me suis pas fait attraper par les services l'année des BP et tout le bassin, parce que sinon je serais aujourd'hui en prison. J'avais tout un petit atelier clandestin dans ma cave, avec des vers de terre, des boîtes, etc. J'avais tout mis dans la partie, bien entendu, boissons et pas alimentaires, hein, pour les professionnels, vous le savez, faire attention. Et j'attendais justement les inspecteurs de la DDPP qui ont un jour en déboulé. Et là, j'étais ravi à la fin de l'inspection de leur dire, tenez, venez voir, j'ai un truc en bas à la cave. Et c'est interdit par la réglementation, c'est passible de peine de prison. Il n'y a aucune réglementation sur le lombricomposteur dans un établissement, donc c'est passible de fermeture administrative. Donc j'ai fait un peu, je l'ai bougé, je suis descendu en bas, et là en général, les professionnels, vous savez tous que quand les inspecteurs de la DDPP ils arrivent, on est un peu quand même des fois tendu. Et là, la dame, elle a regardé, je lui ai montré tout ce que j'avais mis en place, puisque j'avais mis en place une procédure de nettoyage de bac en amont en haut.
J'avais tout un système de manière à ce que les flux de reste alimentaire des assiettes ne croisent pas, les assiettes en trempent derrière. Enfin, j'avais tout fait un système bien propre, bien net, qui était géré par moi, avec un petit protocole que j'avais mis en place. Et quand j'ai descendu l'inspectrice en bas à la cave et que j'ai ouvert la boîte, je m'attendais un peu à un combat. Eh ben non, la fille, elle m'a dit c'est génial ce que vous faites, tout le monde devrait faire pareil. Elle a dit faire merde. Une problématique, est-ce que vous pouvez me noter ça dans le rapport? Donc j'ai un rapport de l'inspection de la DDPP notifiant à l'intérieur de mon établissement un lombricomposteur avec des vers de terre, mais normalement la réglementation te dit que c'est passible de fermeture administrative. Pour vous dire que juste que les gens sont quand même assez ouverts, et quand ils voient qu'ils ont fait des initiatives bien faites, bien calées, bien réglées, en général ils nous soutiennent et ils ne vont pas du côté incitation. En 2013, entre-temps, il y a eu 2011, 2012, 2011, le décret sur la mise en place du tri à la source est sorti. Je ne sais pas si vous avez entendu parler. Applicable en 2012. Moi, à cette époque-là, je rachète un établissement qui est Passage Choiseul, pour ceux qui connaissent un peu Paris. Et à côté du Passage Choiseul, il y a un syndicat qui s'appelle le Signorca, qui est adhérent du GMI. Donc automatiquement, qu'est-ce que je fais? Je vais les voir, je prends ma cotisation. Il y avait une commission développement durable. Je suis rentré à l'intérieur et je leur ai expliqué un peu ma vision. Voilà ce qu'on veut faire et voilà ce que je veux faire, etc. Ils m'ont soutenu de A à Z et on a monté la première opération de pilote à Paris en 2014, où on a impliqué 80 professionnels, tous secteurs confondus, des plus grands comme l'hôtel, on avait le Westin, on avait l'hôtel Napoléon, des plus grands restaurants comme Taïwan, La Serre, mais aussi des plus petits hôtels, des plus petits restaurants, des grandes brasseries, des petites brasseries, des grands traiteurs, des petits traiteurs. Tout ça pour sortir aussi un grammage par couvert dans notre secteur d'activité. Il y avait à l'époque un seul rapport, c'était le GNR qui l'avait monté, et le retour de grammage par couvert dans notre profession, ce que j'appelle la restauration, il était de 130 grammes par couvert. Mais 130 grammes par couvert dans ce rapport-là, que j'ai lu pendant pas mal de temps, je ne m'étais pas aperçu de ça, et moi dans mes ratios, j'étais à 370 grammes par couvert. Je me dis, il y a un décalage, c'est pas possible. Et en fait, ce rapport-là, ils avaient fait un test, et ça m'avait un peu rendu fou, sur de la restauration commerciale, qu'ils avaient dit, et ils avaient fait des tests sur flunch et brioche dorée. Flunch et brioche dorée, c'est pas représentatif de, pour moi, notre profession. Chez nous, la frite, eh ben, on tape dans la patate. La mayonnaise, on casse un œuf, on met de l'huile, on tourne. Enfin voilà, on fait tout maison, donc quand on fait tout maison, on a automatiquement en amont beaucoup de production de matière organique. Quand on travaille en semi-industriel ou en industriel, on a à l'inverse beaucoup de matière organique en retour d'assiette. Et beaucoup de matière plastique en amont. C'est pas une critique, hein, c'est juste voilà, pour montrer un peu les décalages. Donc je voulais prouver que d'une, nos professionnels, et il y avait un décalage entre un grand restaurateur qui faisait du fait maison, moi qui faisais du fait maison, et un moyenne gamme, que les ratios étaient différents. À la fin de cette étude-là, on avait budgétisé 260 grammes, non, 260 tonnes sur les 80 professionnels. On en a fait 580. On a sensibilisé plus de 2500 salariés à la mise en place du tri et au gaspillage alimentaire pour un bon accord réglementaire des entreprises. Bref, du jamais vu dans l'histoire de la collecte des déchets, ni de la restauration. C'était une réussite totale. Aujourd'hui, on ne voit pas très bien, là, ici, il y a marqué en 2017, bon, c'est en 2018, on avance un peu vite, nous. Je suis plus 25, aujourd'hui, je suis 32. On collecte 450 tonnes par mois de restes alimentaires dans la restauration parisienne, dans la restauration parisienne, et on a valorisé plus de, déjà, 7500 tonnes. Alors l'enjeu, bien entendu, il est, avant toute chose, comme vous l'avez très bien dit tout à l'heure, de sortir cette matière organique de l'incinérateur. Elle n'a rien à y faire, pour moi, puisqu'elle n'a pas de pouvoir calorifique. C'est vrai que si on la sort et qu'on la trie, on la met de côté, eh ben on est capable de la valoriser. On est capable d'en faire du gaz, de l'énergie, de l'électricité et de la nourriture pour le sol sous forme de compost. C'est une nouvelle filière, on parle beaucoup d'économie circulaire, c'est une filière qui crée de l'emploi puisque c'est un nouveau métier. Moi je forme mon personnel à ce nouveau métier et l'objectif est surtout et avant tout d'éviter le gaspillage alimentaire. Parce que quand on collecte cette matière alimentaire, on ne collecte pas du carton, du verre ou de la ferraille. C'est pas du tout la même symbolique. Quand on jette de la nourriture, ça nous fait toujours un petit pincement au cœur. C'est, enfin, pour moi, mais je pense que vous, ça doit être pareil.
L'exigence réglementaire, je pense que vous en êtes au courant, vous êtes pas au courant. Je vous pose beaucoup de questions à chaque fois, hein, je sais pas, enfin, non enfin, si ça vous dérange, vous me le dites. Hein. L'exigence réglementaire, il est là. Ce décret, il est sorti en 2011, applicable en 2012. En 2012, c'était 120 tonnes, c'était surtout la GMS, les grandes et moyennes surfaces, et grosse production. 2016, 10 tonnes. 10 tonnes, c'est un restaurateur qui fait entre 150 et 300 couverts par jour. Voilà, ça dépend s'il fait tout maison, s'il bosse avec des produits un peu préparés ou tout préparé. Mais en général, le gap est là. Donc on est obligé, dès qu'on produit du reste alimentaire ou du biodéchet, de valoriser, de les mettre de côté à la source pour se les faire valoriser, sous peine de 75 000 € d'amende et 2 ans d'emprisonnement. Bon. C'est une loi, on est très fort en France pour faire des lois, les appliquer c'est autre chose. Et je trouve que cette loi, elle est quand même un peu dure pour nous restaurateurs, puisque ça peut nous arriver à n'importe quel moment. C'est un peu l'histoire du couloir de bus, quand on passe en moto dedans, on passe dedans pendant 10 ans, ils vous laissent passer, et un jour il y en a un qui t'arrête et il fait boum, couloir de bus. Ils ont cette tolérance, cette loi existe, il faut faire attention quand même, dès qu'on est producteur. Moi je dirais que de toute façon, comme la loi sur la transition énergétique, les collectivités doivent mettre en place cet accompagnement d'ici 2025, voire maintenant c'est avancé à 2023, d'après ce qui a été dit sur la Commission européenne. En gros, moi je dirais plutôt c'est le sens de l'histoire. Il faut le faire, on va le faire. Si on ne le fait pas cette année, on le fera l'année prochaine. Si pas l'année prochaine, c'est l'autre d'après. Mais vu comment ça se passe en Europe et dans les pays nordiques, où tout le monde avance et tout le monde y va, moi je ressens que tout le monde est intéressé, tout le monde y va. Il y a quelques freins, mais il y a moyen de faire des choses. Voilà, c'est ce contexte-là, il existe. Moi j'en parle pas trop, mais je suis obligé d'en parler aussi un peu, puisque on ne doit pas ignorer la loi. Moulineau, c'était avant tout, et quand j'ai démarré cette aventure-là, j'ai été catalogué comme entreprise sociale et solidaire, ESS. Alors, quand on m'a annoncé ça, je ne savais pas, puisque les premières personnes que j'ai prises, c'était des chômeurs de longue durée, que j'ai pris chez moi, que j'ai formés, parce que comme on rentre dans une cuisine, comme on parle à un restaurateur, comme on parle à un traiteur, à quelle heure on y va, il y a une méthodologie HACCP, tu ne rentres pas dans une cuisine comme tu rentres dans ton garage. Il y a des processus à mettre en place, il y a des protocoles, la matière organique, qu'est-ce que c'est. Donc j'ai formé mes gars à ce métier-là. Et derrière, à un moment donné, quand j'ai expliqué ce que je faisais, on m'a dit « mais t'es social et solidaire, c'est pas possible, c'est vachement bien, enfin tu crées des emplois, tu les formes, tu leur donnes un CDI. » Je dis « bah ouais, c'est moi, ils m'ont dit donc t'es social et solidaire. » J'ai eu un agrément ESUS, entreprise d'utilité sociale aussi. Ça veut dire que les gens chez moi, ils ont des CDI, ils ont des parcours de formation qualifiante, surtout mes chauffeurs, ils sortent de chez moi, ils sont chauffeurs collecteurs de matière organique. Un jour, s'ils sont plus chez moi, ben, ils ont au moins quelque chose dans les mains pour trouver du travail ailleurs, puisque je pense que cette filière-là va grandir au niveau national. Et le but est vraiment de réinsérer les gens avec une philosophie. Notre approche, elle est quand même assez simple. Moi, je suis quelqu'un d'assez simple. Hein. Elle est en 3 axes. C'est notre cœur de métier. On a l'accompagnement. La première chose à faire, c'est de rentrer dans un établissement et regarder comment ça se passe. Combien ils font de couverts, quelle est leur production de reste alimentaire, où sont leurs poubelles aujourd'hui, combien de fois ils vont leur lever. Nous, derrière ça, je vous montrerai derrière, on arrive, on leur fait, c'est un midi audit, si vous voulez. Derrière ça, on leur fait une mini préconisation. Et qu'est-ce qu'on fait? On met à disposition du matériel, aussi bien de la signalétique en cuisine, pour que le personnel, ça leur permet de guider les équipes. Les bons bacs aux bons endroits. Dans les cuisines, aussi dans les lieux de production, on ne fait pas n'importe quoi. Le bac, voilà, derrière, on va mettre la matière organique qu'on a collectée en amont. Et à la finalité, je mets tout le monde autour de la table et je les forme et je leur explique le pourquoi du comment. Ça, c'est très important. Tant que je n'ai pas fait cette partie-là, qui pour moi est indispensable, je n'appuie pas sur le bouton collecte. Le départ, il est très important. Prenez le temps avant de prendre le départ. Moi, c'est un conseil que je donne à tout le monde aujourd'hui. On n'a rien fait jusqu'à aujourd'hui. Vous affolez pas, allez pas tout vouloir tout faire d'un coup. Prenons le temps, démarrez tranquillement, renseignez-vous, regardez qui peut vous accompagner. C'est pas évident de mettre ça en place tout seul, dans son resto, ou dans son hôtel, ou dans son traiteur. Voilà, c'est juste, si on a 2 personnes en cuisine, ça passe. Si on en a 10, 15 ou 20, c'est un autre travail. Derrière ça, la collecte, donc j'ai toute une collecte, j'ai toute une flotte de camions qui fonctionnent au gaz naturel de ville, puisque sur Paris, les seuls exutoires qu'on a et l'Île-de-France, c'est de la méthanisation. Agréé pour accepter cette matière-là, toute une flotte de camions. Et pour nous, la valorisation, c'est très clair. C'est de la méthanisation, du compostage et de la nourriture animale. Nourriture animale, exemple, on travaille avec des brasseurs
qui font leur bière. On a de la drèche elle va directement chez le fermier. On décharge dans le champ et les moutons ils sont contents comme tout, dès qu'ils voient le camion ils arrivent, ils mangent la bière, la drèche de la bière. Voilà, on n'emmènera jamais cette matière-là, nous, dans un incinérateur, dans un centre d'enfouissement technique, c'est-à-dire une décharge et un TMB. Voilà, c'est notre philosophie, après chacun fait ce qu'il veut, mais nous voilà comment est-ce qu'on voit la chose. L'accompagnement au tri, comme je vous l'ai dit, ça c'est très important. Alors quelle gamme d'outils on a mis on est parti du sac transparent. Moi je pense que c'est le meilleur outil qui existe déjà pour avoir une première vision. Ce sac transparent, il va voir d'une si la formation qu'on a faite en amont elle a bien été écoutée. C'est-à-dire qu'à l'intérieur il va bien y avoir que de la matière organique. Et s'il n'y a pas que de la matière organique et qu'il y a autre chose, ça se voit. Le personnel est formé en amont, il sait que dedans il n'y a que de la matière, il sait que cette matière ou elle va finir en compostage ou elle va finir en gaz. Il faut qu'il y ait le moins d'intrus possible. Donc après le service, en général, quand ça bourre, l'erreur elle est humaine. En fin de service, quand on range, qu'on commence à vider les sacs, un coup d'œil sur la poubelle, un Tetra Pak à l'intérieur, une boîte de conserve, c'est un peu l'arbre au milieu du champ, ça se voit tout de suite, c'est direct. Le deuxième effet, c'est moi, mes opérateurs, quand ils collectent ces bacs-là, ils vérifient les sacs. Parce que nous, derrière, s'il y a beaucoup d'erreurs de tri, on revient, on retourne chez les professionnels, on refait des formations. On a bien entendu toute une gamme de produits avec des outils qui sont indispensables en cuisine et réglementaires. C'est très important. Alors j'ai trouvé ce bac là au début. C'est des bacs 120 litres et 240 litres. Attention, la densité matière de ce reste alimentaire, il est lourd. On tourne entre 600 et 800 grammes au litre. En gros, une poubelle qui fait 100 litres, si on la charge, on est vite à 80 kg. Une poubelle qui fait 200 litres, on peut vite être à 180-200 kg. Le fait pour mes gars, je fais attention à tout ce qui est pénibilité au travail et pour les gars en cuisine aussi, ne serait-ce que mettre le coup de rein sur la poubelle pour la lever, déjà il faut le mettre. S'il y a une marche, deux marches à descendre, c'est compliqué. Donc voilà, c'est juste des petits trucs où il faut faire attention. Alors pourquoi cette poubelle-là? Parce qu'à l'intérieur, en bas, là, je ne sais pas si vous voyez bien, c'est rond. C'est un cul de poule de cuisine. Il n'y a pas d'angularité. Et vous savez tous, ici présents, ceux qui ont des établissements, que les services ADDPP, quand ils rentrent dans nos cuisines et qu'ils voient un carrelage cassé, tout ce qui est angularité voit être à bactéries, donc il faut être bien nettoyé, il faut changer les carrelages cachés, etc. Et dans les poubelles classiques, je ne sais pas si vous avez déjà mis le nez à l'intérieur de ces poubelles-là, il y a un passage de roue, de l'angularité, et souvent, 95% du temps, même si les opérateurs et les gars qu'on a, ils nettoient les poubelles, dans les coins, il y a toujours du noir. Ça s'appelle des nids à bactéries. Toujours pareil, en cas de contrôle des services, ça c'est pointé, c'est un avertissement, c'est compliqué. Et les gars, on ne peut pas leur demander de descendre en bas avec une petite brosse pour gratter le coin, etc. C'est contraignant, ça ne se fait pas. Donc le cul de poule de cuisine, il a deux effets. Moi au niveau de la bascule de mes camions, très simple, mes gars ils sont pas obligés de taper pour décoller la matière qu'il y a au fond. Ça fait effet de vague, ça part tout seul. Et le deuxième effet, c'est les gens qui nettoient les poubelles dans les établissements, ils me disent, Monsieur Martinez, c'est beaucoup plus simple pour nettoyer ce bac. Ah bon, ouais, on met un peu de produit, on peut le balai, on vide et avec le jet d'eau, on y arrive maintenant. Avant, on mettait le Karcher, mais quand tu mets le Karcher dans une poubelle, tu as intérêt à avoir le coup de tête rapide parce que sinon tu te reprends l'effet qui se coule dans la tête. Tu mets le Karcher dans les coins et là, ça part. Voilà, ça c'est les retours que j'ai de la part de ceux qui utilisent ces bacs-là. Mais on peut collecter de la matière organique dans n'importe quoi. N'importe quel bac. C'est pas obligatoirement d'avoir un bac à fond. C'est juste des petits outils qui améliorent au quotidien, qui m'ont amélioré à moi en tant que professionnel et qui m'ont fluidifié tout ça. Voilà, c'est uniquement ça. Alors la signalétique, très importante pour moi, à mettre en place. Et surtout très simple. Au départ, j'étais parti sur biodéchets. Et là, j'ai eu des questions impressionnantes. Est-ce qu'on n'y met que les déchets bio à l'intérieur? J'ai fait non, n'allez pas aussi loin que ça. Tout ce qui reste alimentaire, ça va là-dedans. On l'a matérialisé, donc j'ai changé. Et je me suis dit, je vais faire alimentaire, non alimentaire. Comme ça, au moins, c'est très simple. De toute façon, en lieu de prod en cuisine, le décartonnage, il est fait en amont. Tout est fait en amont, donc ça ne rentre pas en cuisine. Donc en cuisine, on a souvent alimentaire, non alimentaire. Et si on veut faire des autres petits tris de flux spécial, si on veut pousser le truc un peu plus loin sur le film plastique, les gants ou les tocs ou les calots, voilà, ça peut se mettre de côté, c'est vite fait.
Et tout simplement de l'affichage, un sac transparent, le nom alimentaire, le sac noir. Et souvent je garde, quand les gros établissements ont des sacs noirs, garder les sacs noirs, c'est bien, ça fait 2 codes couleurs pour le personnel, il comprend très vite. Le sac noir, les déchets non alimentaires, et l'alimentaire dans le transparent, ça passe bien. Et des fois je mets même, il est un peu translucide vert celui-là, parce qu'on bosse avec des hôpitaux. Les hôpitaux, ils ont déjà des sacs transparents, donc on différencie les codes, ça simplifie et ça aide aussi le personnel. Ça, c'est très important. Alors voilà, ça c'est mon préféré, c'est celui-là, moi. J'aime bien, parce que la matière organique, les restes, ils sont là. On les met là en cuisine. Une fois que c'est plein, on les met dans la poubelle. Et on va jusqu'au local poubelle, où on met le bac. Mais au-dessus, on met un gros affichage. Et la poubelle, elle est affichée, elle est marron. Voilà, ça c'est très important. Comme ça, la personne pour moi la plus importante, c'est celle qui va prendre le sac, qui nettoie la cuisine, qui est en fin de service, elle prend le sac et elle va le jeter dans la bonne poubelle. Si lui, il se gourre, tout le boulot qui est fait en amont, c'est mal calé. Donc il faut aussi l'orienter. Des fois, ils ne sont pas là dans la formation, les gens qui font le ménage. Donc je donne des consignes et au moins ça les guide. Quand on rentre dans un local technique et qu'il y a un gros autocollant comme ça, avec ça et ça, en général, bon, ça passe. Et de toute façon, si ça passe pas, comme tout le personnel en amont est formé, s'il y a une erreur qui est faite par un mec, il y a automatiquement un autre qui va venir et qui va lui expliquer la démarche. Ça, c'est très important. Alors, on a beaucoup d'outils de sensibilisation, y compris le premier, c'est un guide du tri. Ce que je vous raconte là, c'est marqué sur un petit guide, très simplement. La réglementation, la loi, comment on travaille, qu'est-ce que c'est. On a beaucoup d'affichages de sensibilisation. Pareil, sur le tri, c'est important. On travaille beaucoup avec les écoles, avec les hôpitaux, avec les marchés alimentaires. Donc on explique comment c'est la méthanisation, on a tout un volet économie circulaire pour les enfants. Enfin voilà, le côté interaction avec tout le monde et montrer ce qu'on est capable de faire, ludiquement et simplement, je trouve que c'est très important. Voilà. Ça c'est un bon exemple, ça c'est l'hôpital Pompidou à Paris, 2500 clients qui déjeunent tous les midis. Ils avaient l'habitude de déjeuner le midi, on mange le midi, c'est un self, on a fini, on pose son plateau sur le truc et on se barre. Et d'un seul coup, changement brutal, va falloir qu'on trie les déchets, aussi bien en cuisine que les clients. Donc, on fait notre travail. Là, j'ai été quand même un peu en opération commando, on y va à 6 ou 7 dans ces cas-là. On fonctionne comment? On fait livrer le matériel 24 heures à l'avance ou 48 heures. Nous, on arrive le matin à 7 heures en cuisine. On installe tout le matériel, notre signalétique, vers 11 h, tout le monde autour de la table. On fait nos formations et ensuite on passe aux convives. Et là, ils avaient installé 8 tables de tri, avec alimentaire, non alimentaire. Et bien là, nous, on s'est mis tous à côté des gens qui débarrassaient dans l'alimentaire. Et à chaque personne qui débarrassait dans l'alimentaire, on leur expliquait que ça, on allait le collecter avec des camions qui fonctionnent au gaz. On allait emmener, ça allait faire du méthane. Et d'une autre partie, qui allait faire du compost pour qu'ils aient le bon légume. Bravo pour votre geste. Le lendemain, je mets toujours une personne de l'hôpital référente ici présente, toujours pour surveiller un peu ce qui se passe. Madame Dédic, la responsable de l'hôpital, a été quand même assez stressée. Stéphane, ça va pas le faire, ça va marcher, ils vont pas jouer le jeu. Et c'est vrai que pendant la journée de sensibilisation, je me suis heurté à 3 problématiques avec 3 personnes, c'était 3 chirurgiens. Tout le reste nickel, et eux, catastrophique. Je suis pas là pour travailler, enfin bref, un truc un peu... Mais bon, j'ai laissé passer, j'ai laissé couler. Madame Dédi, 15 jours après, on fait un point avec nos clients et un retour pour voir s'il faut qu'on revienne, puisque je pense que nous, on fait un métier de service, il faut qu'on accompagne tout le monde. Stéphane, c'est parfait. Aujourd'hui, 95% des gens débarrassent leur plateau. Celles qui ne débarrassent pas, ce sont les pieds de la part de tout le monde. Voilà comment ça avance. Alors automatiquement, les convives, 48 heures avant, ils avaient eu un affichage. Les caissières, elles étaient sensibilisées, et les caissières, je leur avais tous dit, attention, mardi, il va y avoir des tables de tri et on va débarrasser les restes alimentaires. Histoire que les convives, vous n'arrivez pas un jour et vous vous retrouvez face à tout ça et vous dites qu'est-ce qui s'est passé là d'un coup. Les tables de tri, qu'est-ce que je dois faire et tout. Bref, la communication en amont, simple, mais elle est très très importante, aussi bien pour le personnel en prod que pour les clients. Ça, c'est très très important. Alors la collecte, qui l'eût cru que j'ai des camions comme ça un jour. Eh ben, j'ai des petits camions comme ça, des petits porteurs. Toute ma flotte de camions fonctionne au gaz naturel de l'île, au GNV. Ces petits camions, ils me servent de moins en moins, mais sur certains clients très précis. Exemple Bristol, les hôtels de luxe.
compliqué pour eux, ça se comprend, sortir les poubelles devant les établissements. Les clients ne sont pas forcément, ça fait pas vraiment très joli à chaque fois. Donc les petits camions, ils sont à moins de 2,15 m. On descend dans les sous-sols, on charge dans les sous-sols et on s'en va. Voilà. Donc ça c'est très bien. Ces camions-là, je trouve que c'est très bien, ça c'est Iveco. C'est des 7 tonnes 2, on met 2 tonnes 5 de charge à l'intérieur. Je pense que j'ai trouvé là le bon outil pour le milieu urbain ou périurbain. Voilà, ça fonctionne bien, ça passe partout, c'est un peu plus gros qu'un espace, on peut charger dedans. Et j'ai des bennes comme ça. En fait, pourquoi j'ai acheté ces bennes-là? Et je me suis fait un peu des quais de transfert avec un gros 19 tonnes à gaz. Parce qu'au début, mes petits camions, je mets 700 kg de charge à l'intérieur, beaucoup d'aller-retour vers les exutoires. Oui, vas-y. Moi, je vide une partie à Saint-Denis, une partie à Villeneuve-Saint-Georges, c'est un peu la banlieue de Paris. 700, et vas-y. Pour amener 7 tonnes, il fallait que je fasse des allers-retours. Donc j'ai fait fabriquer des rupteurs de charge, et mes petits camions et mes moyens camions vident dans ces rupteurs de charge, et une fois que le rupteur de charge est plein, ma benne est pleine, j'ai un gros 19 tonnes à gaz qui vient, qui arrache les bennes, et qui les emmène vers les exutoires. J'essaye de limiter le trafic aussi, puisque c'est un coût, et c'est pas évident. Alors tout l'aspect logistique et la gestion numérique de cette aventure, là on est sur une deuxième version, parce que je me suis rendu compte en première version que on ne collecte jamais un poids régulier chez nos clients. Et les restaurateurs, vous le savez bien, un jour on fait 100 couverts, le lendemain on en fait 50, le surlendemain on en fait 150, ça oscille, donc la production de ce reste alimentaire, elle est identique. Donc beaucoup, quand on planifie une tournée à 2 tonnes 5 ou 2 tonnes 2, on se garde une marge, il suffit qu'il y en ait un qui est super bien bossé, qui produit beaucoup, eh ben, au lieu de faire mes 10 clients, je vais en faire 8, le camion est à pleine charge, hop, je rentre, je recharge et je repars. Économiquement pour moi, c'est un surcoût, compliqué à gérer. Donc là, mon outil informatique, mes camions ils se parlent, ils sont géolocalisés, j'arrive, ils bougent par rapport au trafic, et ils se parlent, c'est-à-dire que quand un camion est à 2 tonnes 3 ou 2 tonnes 4, il rentre, automatiquement toutes les autres tournées vont s'adapter, et ceux qui ont de la place, sur les tablettes, les plannings de tournée vont changer, ils changent. Hop, celui qui a de la place, il va chercher l'autre, celui qui a de la place, il va chercher l'autre. Enfin, on essaye, ça fait 1 an et demi qu'on travaille là-dessus, c'est compliqué, on arrive à trouver le bout. De se servir de cet outil numérique qui est très important aujourd'hui, qui nous simplifie vraiment la tâche pour nous. On a tout ce qui est système de pesée embarqué, c'est très important. J'ai voulu dès le départ travailler au poids. En tant que restaurateur, tout ce que je jette dans ma poubelle, je vais le payer. Donc tous les efforts que je vais faire en amont sur le gaspillage alimentaire, je veux avoir une répercussion derrière économique. Voilà comment j'ai pensé, voilà comment j'ai acté mon travail. Il y a bien sûr un minimum de facturation de passage, qui est tout à fait normal. Mais je me suis dit par rapport aux opérateurs historiques où ils prenaient un coup au bac. Et quand vous avez 3 bacs, on vous prend 20 € du bac levé par exemple, n'importe quoi, vos 3 bacs ils sont jamais à 100% de rentabilité. Il y en a un qui va être à 100%, l'autre à 60 et l'autre à 20. L'opérateur il vient, il vous prend les 3, ça vous fait 60 balles. Alors que quand on travaille au poids, qui a un seul minimum de passage, vous savez exactement ce que vous jetez. Et si vous êtes un petit peu pointilleux, et en général les restaurateurs sont pointilleux à ce niveau-là, on divise vite le poids collecté par le nombre de couverts qu'on a produit à la semaine et on arrive à un grammage par couvert. Derrière ça, le GNI a monté une étude, et c'est en ligne sur notre site, où derrière, si vous êtes un restaurant traditionnel, vous savez que vous êtes entre 300 et 400 grammes par exemple. Si vous êtes à 600 grammes, peut-être qu'il y a un truc quelque part. Mais en général, c'est rare, c'est pas possible. On a quand même ceux qui ont le nez dans leurs affaires, les ratios par assiette, ils sont calés, ils sont calculés. On fait pas n'importe quoi, c'est rare. Je vous parle de la restauration traditionnelle. La restauration collective, c'est encore autre chose. La restauration hospitalière, c'est encore autre chose. C'est vraiment autre chose. Donc ça, c'est pour juste vous expliquer un petit peu pourquoi on est passé comme ça. On ramène, moi je pense que c'est un nouveau métier de service aux clients qui a été perdu et oublié. Donc on passe 7 sur 7, tous les jours, enfin jour et nuit. Mais les 3 quarts du temps, mes gars, ils sortent, il est 11h, 11h30. Et du soir, et à midi, ils sont tous rentrés. Voilà, tout le monde préfère bosser la nuit. Parce qu'à Paris, en banlieue parisienne, c'est plus fluide, il y a moins de trafic. Il y a moins de monde, ça passe mieux. Ça, c'est la traçabilité. Alors, nos clients, ils ont tous un espace qui leur est dédié, avec un login, un mot de passe. Et vous voyez ici sur la droite, le poids qu'on collecte à chaque fois chez nos clients. Voilà, on vient, on lève, on pose.
C'est noté. C'est noté. Donc c'est des bons retours. Vous avez ici, là, il y a des moyens de télécharger les fichiers. Et il y a des moyens aussi de comparer par rapport à vos grammages, dans quel secteur vous êtes. C'est des petits indicateurs, enfin, qui sont, je pense, très importants à piloter. Beaucoup de nos clients commencent à le regarder. Au début, les gens, ils s'en fichaient. Et là, depuis 6 mois, il y a beaucoup de gens qui commencent à y aller dessus et qui commencent à tout regarder. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a de la traçabilité. Il y a du protéiné et du carné. Donc, c'est un déchet de catégorie